C'est la folie, mesdames et messieurs! On est samedi, le 1er août. J'ai de la musique qui vient de rentrer dans mes écouteurs. Ah oui, c'est quoi? Tu sais c'est quoi? C'est quoi? C'est le Discover de Seven Wonders Duel New Expansion Agora qui vient de partir. La seconde où est-ce qu'on a parti le play. Oh! Parce qu'effectivement, on fait toujours notre petit retour sur Gen Con. Ce soir, on ne fait pas exception. Résumé de la journée du samedi, mais on voulait aussi, parce qu'en même temps, à 20h, c'est l'annonce de c'est quoi la fameuse nouvelle extension pour Seven Wonders Duel. Alors, c'est on drôle, va essayer de voir si on est capable de faire Ça m'a vraiment buzzé le cerveau, mais on l'a genre live, le décompte de Oh my la God! nouvelle Alors... expansion en bas. Fait qu'il reste une minute, on va brûler l'intro. Écoute, qu'est-ce qu'on fait Et ici ce soir, Pierre-Louis Renaud? Ben c'est ça, on va vous parler des découvertes de la journée parce qu'on s'est promené encore une fois un peu partout. On va revenir sur l'expérience de Doyon aussi qui s'est promené dans le hall virtuel de vente de Gen Con. Il va nous dire à quel point c'était agréable. Et on va encore une fois vous name-dropper des titres qui nous sont sautés dessus, des nouvelles annonces, des jeux qui sont sortis récemment ou qui vont sortir dans les prochaines semaines. Et Et on à est la fin, live. Oui, je vais vas-y, vous vas-y, parler vas-y. des Emmys, qui sont comme les Ah oui. Oscars des jeux de rôle. Fait que restez jusqu'à la fin. Il y a Van qui nous dit déjà salut Van. J'espère que Salut. tu vas bien. Puis c'est ça, on est live. Donc si jamais vous avez des commentaires, des questions, des choses que vous avez vues aujourd'hui, que vous voulez qu'on commente, qu'on regarde, on est là. C'est une discussion ouverte en un vrai bon vieux podcast où est-ce que ça saute du coq à l'âne. Puis je vais remettre le son. Je pense qu'il reste 15 secondes avant que ça parte. Fait qu'on va peut-être pas l'écouter au complet, dépendamment de la longueur. Mais Ben non, c'est juste pour avoir un petit visuel peut-être de c'est quoi, de qu'est-ce que c'est que ça a l'air, cette nouvelle extension-là. Le monde en a tellement parlé. Ça va être sur le studio, c'est ça? Ça va être sur Gen Con. C'est sur leur page YouTube de Ok, Reproduction. Hello everyone and welcome to this overview of the new game from Repos Production, Seven Wonders Duel Agora. This is a new expansion from the game Seven Wonders Duel. C'est Nico, Please ça? keep Oui. in mind that this is only a prototype, so everything you will see here is almost final, but that may change. In Okay. this video, I will explain you what's new with this game and how you can globally play it. First of all, as you can see, there is a new board. This is Yeah. the Senate board here. You C'est le also Sénat. have 4 Ok. military tokens, so 2 C'est un times open 2. the box, parce that qu'on will voit un peu le nouveau replace plateau qui va être all, ajouté military tokens. justement au jeu de base. You also have 2 new wonders Yeah, des Wonder. and 2 new progress tokens. You also have some Senator's cards that you can see here. J'ai There pas is 2 compris. different types of Senator's cards. You have the Signature politician one cards, and des the cartes conspiracy signature. one. So, how it works? It's pretty simple. As you can see, there is one more column in the pyramids of cards. Ah, At the cool. beginning of the game, you will shuffle all the different senators, regardless the position of the conspiracy one, tellement because as méta. you can see, the back of the cards are the same for both of them. Ok, Ricky. You will shuffle them and place them in the deck of the first Aegis, second Aegis, and third Aegis. You will add 5 more at each age and only 3 at the Donc, ça Ok. change carrément la configuration du jeu. Ça va changer le board. J'ai pas l'impression que... je sais pas si les deux extensions vont pouvoir se mélanger. Par contre, peut-être qu'ils vont en parler un petit C'est peu une plus bonne tard. question. C'est sûr qu'il doit y avoir plusieurs petites modifications mécaniques là, que ça doit injecter dans le jeu de base. Je pense qu'on va faire un petit tour pour essayer de voir ce qu'il y en est, mais en tout cas, vous voyez ici de ce que ça a l'air au niveau Ouvrez deux pages, là. Écoutez-nous d'une oreille, puis écoutez Nico de l'autre. Exact. Au moins, vous avez un petit visuel. Nous, on va y revenir. Pour inquiétez-vous pas, là, on va sans doute aussi en parler longuement sur la page parce que c'est un jeu qu'on a trippé beaucoup. Toi, Doyon, d'ailleurs, tu as travaillé là, intensément là, Ouais, sur dans Seven Wonders. Dans les 2 derniers mois, j'ai travaillé fort sur un prototype de vidéo, en fait, qu'on va sortir, qui va s'appeler « Comment gagner ». Et le premier jeu qu'on va couvrir, c'est Seven Wonders Duel. Donc, j'ai essayé de défricher les meilleures stratégies. On a Van qui dit les 180 éditeurs de jeux de société. Oui, je vais pas passer au travers les 180, mais je pense que ça m'a fait réaliser des choses par rapport à l'événement, puis j'aimerais ça le partager
avec vous. Et on a Ludovic Maublanc qui est avec nous. Alors, allô Ludo, j'espère que tu vas bien. Alors, voilà, donc c'était notre lancement avec ça. Puis je vais même retourner à l'autre affaire que j'écoutais juste avant que vous arriviez, parce que ça a encore lieu en ce moment. C'est Stream of Blood, qui est dans le fond le jeu, un des trucs de jeu de rôle où est-ce que les gens jouent à Vampire en stream sur YouTube. Puis toi, tu me disais que tu connaissais ça, Stream of Blood. Moi, j'avais jamais entendu vraiment. Ouais, je suis un peu leur Twitch. Je les écoutais les samedis soirs une fois de temps en temps parce que un de mes podcasteurs préférés, la gang du Glass Cannon Podcast, vont jouer une fois de temps en temps sur leur page. Ils ont fait des sessions de Blades in the Dark, qui étaient vraiment très cool parce que Troy Lavallee puis Joe O'Brien, qui sont 2 joueurs extraordinaires, ont participé. Puis c'est un très bon DM. Comment il s'appelle? Logan? Oui, Jared Logan. Puis il y a des joueurs. Ben moi, ce qui a attiré mon attention, c'était qu'il était avec Thomas Middleditch, qui a fait un truc sur Netflix, là, Middleditch and Schwartz, une game d'impro, ok. avec Schwartz. Puis il y avait aussi Ashley Birch, qui est une comédienne de voix de jeux vidéo, de beaucoup de jeux vidéo. Donc, elle était là. Moi, j'aime beaucoup. C'est ça, elle a fait des voix dans Last of Us, dans plein de trucs. Je connaissais sa face. Je connais pas beaucoup de comédiens de jeux vidéo, mais elle a fait des voix dans Borderlands 2 notamment. Puis elle a vraiment une voix particulière. Puis c'est une des artistes invités sur ce show-là. Puis il joue à quoi? Il joue à Vampires. OK. Carrément. Puis ça s'appelle, leur show en tant que tel s'appelle. Ah, d'ailleurs, on vient de voir Ashley là, qui vient d'apparaître. Puis il joue à Vampires. Ça s'appelle Vampires of Pittsburgh. Leur stream en tant que tel là, sur YouTube. Vous irez voir ça. Là, je pense que ça doit être leur genre 20e session, mais là, ils la font live en ce moment sur Gen Con TV. Donc, sur la chaîne Gen Con TV, on a Gen Con Studio qui est en Thanks for watching en ce moment. Et il y a le main stage qui vient de flipper à The Best of Gen Con 2019, mais qui a été dans la dernière heure pas mal du stock avec Matt Leacock pour parler de Pandémie Legacy. Voilà. De ses idées derrière le design. Puis... C'est ça qui se passait dans les dernières heures. Mais sinon aujourd'hui particulièrement, il y a eu beaucoup de jeux de rôle. Ouais, effectivement. Puis non, ça a été quand même. Il y a eu tout un blog d'ailleurs de Board Game Geek où est-ce qu'ils ont fait des rencontres avec un paquet de petits éditeurs de jeux de rôle. Ben, petits et moins petits aussi, là. Mm-hmm. On a parlé d'un paquet de choses. Il y a beaucoup de jeux de société aussi qui ont été révélés. On en a appris un peu plus sur un paquet de jeux. Est-ce que tu veux commencer peut-être par ton expérience? Parce que je sais que c'est quelque chose qui t'a marqué. Tu voulais voir le hall des ventes virtuelles, te promener. Il existe sur la page de Gen Con une espèce de... Je vais y aller. Ils appellent ça The Looking Glass. The Looking Glass. Fait que Alors, Looking t'as fait Glass. Le tour. Oui, exactement. On va le voir juste ici. Je vais vous le montrer. C'était super intéressant. C'est une mise en page très particulière qui donne un vrai feeling d'être dans un événement. Donc, tu vois en même temps tous les artistes, tous les auteurs, les exhibitors, etc. Puis moi, je me suis vraiment concentré sur les exhibitors, justement. J'avais fait un petit compte originalement, la première journée, je vous avais dit, il y en avait 368 qui sont illustrés ici dans le nuage qu'on voit. Puis, en passant au travers hier, j'ai fait le décompte, puis j'en ai relevé... Peut-être que je me trompe à une coupe de chiffres près. Une coupe près, là, écoute. Ouais. Mais il y en a, moi dans ma liste, j'en ai mis 187 qui étaient que des compagnies de jeux de société, ou principalement des compagnies de jeux de société. Ça, je parle d'éditeurs, de distributeurs, de boîtes, même que c'est des compagnies du genre Exploding Kittens. Ouais. Mais la compagnie s'appelle Exploding Kittens. Fait que dans le fond, c'est comme la sous-compagnie de la compagnie qui a fait le jeu, mais il y a Catan aussi. Catan, je peux peut-être la trouver, là, mais il y a une compagnie qui s'appelle Catan. Je suis en train d'échapper mes notes. Catan Studio. Donc, il y a le Catan Studio. Donc, eux s'occupent spécifiquement de Catan. Rentre dans mes 187. Mais ce que j'ai réalisé,
principalement, c'est que sur cette grande bunch-là, ce qu'on n'a pas vraiment l'impression quand on y va en personne, c'est que, oui, il y en a 187 jeux de société, mais il y en a 181 qui sont d'autres choses. Donc, des compagnies qui vont être des compagnies de chapeaux, des compagnies de dés, des compagnies de boîtes pour mettre tes cartes. Des boutiques de jeux en ligne, toute l'industrie qui est autour du jeu. Oui, exactement. Puis tu sais, dans le fond, si je clique au hasard, j'ai une chance sur deux de pogner une compagnie qui... voilà, Indie Board Games and Cards, non, ça c'est une compagnie de jeux de société. Ouais. Mais vous allez voir, je vais vous montrer ça. Là. Il y en a plein. Puis c'est vraiment cette variété-là qui fait que, tiens, Hero Forge, par exemple, eux, c'est juste des miniatures. Oui, exact. Fait que maintenant, il y en a de plus en plus comment dire, une industrie autour du jeu puis du hobby. Donc, il suffit pas nécessairement d'avoir toute une collection de jeux. Maintenant, il y a des gens qui vont là pour se magasiner des t-shirts de jeux, pour se magasiner des tasses de jeux, pour se magasiner justement des inserts spécialisés pour pouvoir ranger Terraforming Mars sans que tout revole parce que le Rusty Bot ne sont pas capables de mettre un insert dedans. C'est intéressant parce que je me demande même sur le joueur moyen, peut-être pas le joueur moyen, mais chez les connaisseurs, là, ceux qui sont investis beaucoup dans le hobby, c'est quoi le budget annuel, la portion du budget qui va dans cette industrie-là autour du jeu finalement? Oui, c'est quand même massif. Puis comme je disais, c'est pas quelque chose que tu te rends compte nécessairement sur place parce que oui, tu vois des gens habillés drôles, mais il y a le jeu de société prend une place physique. Tu as des tables, des gens qui veulent jouer sur les tables, etc. Quand tu as des dés, il y a des bacs, mais ça prend moins de place, j'ai l'impression. Je serais curieux de vraiment faire le décompte physique. Donc, de me promener puis de faire comme, OK, ça, c'est du jeu de société, ça, c'est autre. J'ai vraiment l'impression qu'en personne, dans le main hall, du moins, ou dans les halls principaux, c'est beaucoup du jeu de société. Puis ces compagnies... Où est-ce que je vais en venir? C'est sont où, ces compagnies-là? Ils sont pas nécessairement mis de l'avant dans cette convention-là physiquement. Puis je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est vraiment une partie du monde du jeu qu'on voit moins souvent. Oui, puis tu tombes dedans des fois un peu par accident, ne serait-ce que tu commences à acheter des sleeves parce que tu veux que tes cartes restent propres, puis là, soudainement, tu réalises que tu es en train d'acheter une dizaine de cases pour mettre tes cartes, puis là, tu réalises que ça te prend une boîte pour mettre ces cases-là. Ouais. Là, il y a Mathieu Gassien qui nous dit que c'est le principe de pimper ton hobby comme les joueurs de D&D avec les 18 000 dés en métal, en pierres précieuses, etc. Absolument. Ça va très vite. Hein? Puis c'est justement, c'est une dépendance quasiment qui se crée. Maintenant, tu commences avec des jeux, puis tu es comme genre, c'est le fun, j'ai une petite dizaine de jeux, je vais pouvoir jouer avec mes amis. Puis je pense que tu tombes dedans rapidement, tu sais, que ce hobby-là, il te donne du plaisir à dépenser pour ce hobby-là, parce que tu associes ça à tous ces beaux moments-là que tu as vécu. Fait que quand tu achètes ton insert, tu n'achètes pas juste un insert. C'est pas juste parce que tu es content de réorganiser tes cartes de Terraforming Mars. Tu es content parce que tu te dis, je vais pouvoir jouer plus souvent, ça va être plus facile de sortir de Terraforming Mars. Je vais pouvoir en parler avec mes amis qui aiment Terraforming Mars. Effectivement, c'est sûr, on pense à Broken Token, on pense à des compagnies comme ça, mais je veux dire, c'est fascinant à quel point c'est quasiment 50% de la convention. Les fabricants de tables aussi, maintenant, c'est devenu quelque chose. Avoir une table de gamer, il y en a plein qui en font des customs. Fait que non, c'est vraiment rendu une part importante du marché. Puis même dans le jeu de rôle aussi, hein, les petits toutous dérivés, les petits squeaky en forme de tyranneuil que tu peux acheter. Il y a un Kickstarter d'ailleurs en ce moment. Que Mathieu qui dit, si tu joues à Terraforming Mars une fois par semaine, tu sens que ça vaut la peine d'acheter un nouveau jeu que tu vas jouer une fois. T'sais. Que ça vaut plus la peine que d'acheter un nouveau jeu. Effectivement. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Non, je trouve ça vraiment fascinant. Puis je pensais. Si tu m'avais demandé de guesser un chiffre, je t'aurais pas dit 50%. C'est sûr. Puis Van dit une chance que jouer en playant Discord et en VTT réduit mes dépenses. Les vidéos en bas sont-ils aux 3 amigos? Il niaise avec la gang de repas prod. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé à dépenser un peu moins, mais en même temps, tu vois, Van, ce que j'ai commencé à investir, là, c'est je me suis acheté un bon compte de Roll20. Je me suis abonné à Sirenscape Plus pour avoir justement les musiques en ligne. On dirait que maintenant, tu tombes dedans, puis t'es comme... L'industrie trouve son chemin vers ton portefeuille.
Voilà, donc sur ces beaux mots, allez vous inscrire sur notre Patreon. 5$ par mois, on fait du trad en ce moment. Puis voilà. Fait que c'est ça, il y a eu pas mal de streaming aujourd'hui. Si on en revient au show principal, moi j'ai à peu près à chaque fois, j'ai fait le même exercice que les 2 derniers jours. Je suis allé cliquer, je suis allé voir qu'est-ce qui se passait. Puis je suis souvent tombé sur du RPG aujourd'hui. Ouais. J'imagine que c'est entre autres parce que c'est facile de streamer des gens qui streament déjà. Ouais, absolument. Puis quand tu as déjà toutes les infrastructures pour le faire, ils doivent juste faire comme ça bout en dessous. On vous met sur le main stage, vous avez ce bassin-là. Puis il y a quand même beaucoup de gens là, sur le main stage. Des fois, il y a du 2000, 3000 visionnements Énormément! live. Là, en ce moment, sur Vampire of Pittsburgh, ils sont 1159. Vraiment moins gros sur les autres. Évidemment, celui qui est fermé, il est fermé. Puis l'autre, ils sont... Je cache-tu le chiffre? 450. Fait que c'est quand même... Non, ça peut être... C'est vraiment... c'est intéressant. Moi, j'ai quand même creusé aussi certains titres, parce qu'au niveau du jeu de société, ben, il y a beaucoup de trucs qui ont été annoncés. Puis même si des fois, il n'y a pas les présentations vidéo, il y a beaucoup d'annonces qui sont faites de façon connexe. Donc, sur les pages Facebook, sur les comptes BGG. Ben, Par exemple, hier... sur les événements payants ou gratuits à côté de... Exact. Il y a des gens qui en profitent du buzz pour pousser ça de leur côté sans nécessairement être inscrit dans le cadre même. Mais tu sais, on a vu beaucoup circuler hier une photo de Spin Master Games qui vont sortir un Santorini New York. Ouais. Je pense qu'on a peut-être abordé juste rapidement hier, mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'informations qui ont été transmises. Fait qu'on parle d'un Santorini dans la thématique de l'île de New York. Alors, si vous connaissez le jeu de Santorini, c'est un jeu abstrait tout simple dans lequel vous déplacez un ouvrier et vous placez une structure de maison. Okay. Puis ce que vous faites éventuellement, c'est que vous voulez construire une maison à 3 étages avec un toit. Puis quand vous faites ça, vous gagnez. Puis pour construire un 2e étage, il faut que tu sois sur un 1er étage. Pour construire un 3e étage, il faut que tu sois sur un 2e étage. Fait que c'est un petit jeu d'escalier où est-ce que tu essaies justement de bloquer les opportunités de l'autre en mettant des toits pour fermer des bâtiments pour qu'il puisse y avoir accès. Mais là, tout est rendu New York, mec. Les gratte-ciels. Ça me fait Il y a quand même une rire, twist. Je trouve ça cute. Je trouve ça cute que Santorini devienne plus la ville, mais la mécanique, tu sais, la mécanique Santorini, la signature Santorini. Ouais. Santorini, New York, c'est cute. C'est intéressant, c'est drôle parce que c'est exactement comme les pandémies Rise of Rome. T'es comme, c'est super, mais il n'y a aucune pandémie. Pourquoi ça s'appelle pandémie? C'est la même chose. Il n'y a pas de Santorini du tout, mais on reconnaît quand même la signature des illustrations sur les cartes. C'est quoi la twist? T'allais dire qu'il y a une twist? Il y a une twist, c'est que plutôt que d'avoir un rôle, dans Santorini, si tu avais le rôle d'un dieu qui changeait ta façon de jouer pendant toute la partie, là, tu as 5 cartes pouvoir en main. Au début de chaque tour, tu choisis quel pouvoir tu prends. Et ces pouvoirs-là ont différents degrés d'initiative. Des chiffres, mettons, de 1 à 20, je ne sais plus trop. Fait que tu vas les révéler puis tu vas jouer avant l'autre personne, genre? Exact. Puis je pense que tu finis par connaître un peu les cartes des autres. Fait que tu fais, OK, lui, je sais qu'il a un 15 dans sa main. Moi, je vais essayer de jouer mon 16 à ce moment-là. Et pour gagner, il faut que tu aies la statue de la liberté en main. Puis le joueur qui a joué en premier, c'est lui qui a la statue de la liberté. Qui a joué le chiffre le plus haut. C'est ça, je pense. Fait que c'est intéressant. Je pense que ça va être une espèce de Santorini plus, avec une espèce de petite touche pour que ça soit un petit peu plus complexe. C'est moins facile de gagner. OK. Sais-tu si le visuel est encore signé par Mr. Cuddington? Oui! Ouais, tout a l'air identique. Ouais. Les cartes sont magnifiques. Là, vous allez voir, les personnages sont super beaux. Le cover est magnifique. Puis si c'est comme Santorini, il devrait être en mesure de le produire pour vraiment pas cher, mais... Et on a Lina Cossette qui vient de se connecter au live. Ben là, on parlait de Santorini, Santorini New York, puis on disait que les illustrations étaient magnifiques. On a plein d'autres commentaires. On a Mathieu qui dit c'est comme les gros films de Marvel quand il parle des bébelles qu'on achète autour des jeux, évidemment. Van qui dit bon, il faut que je renouvelle mon abonnement à Roll20. Puis Mathieu dit Roche Papier Dragon va être à Gen Con 2021. Puis Lina nous dit yes! Fait que yes, bravo pour ce visuel-là. Puis bravo aussi, je l'ai d'ouvert juste à côté. Oh! Tidal Blades Role-Playing Game. Je sais que tu as cherché un peu là-dessus aujourd'hui, c'est ça? C'est parce que je suis sur leur page Facebook en ce moment, puis ils ont écrit merci pour l'entrevue à Gen Con. Dès qu'on l'a, on va la poster, mais ça n'a pas été posté encore. Fait que oui, j'ai fait mes recherches, je voulais vous en parler aujourd'hui, mais j'ai manqué l'entrevue.
puis je ne l'ai pas vu encore. Fait que Lina, tu nous diras quand est-ce que vous prévoyez sortir ça. Si vous prévoyez sortir demain, on va peut-être en reparler demain, mais j'ai regardé plus en détail Tidal Blades, comment ça se joue, etc. Puis, effectivement, il y a un feeling RPG dans le jeu de base. Tu t'écoutes les règles et tu es comme ah oui, ça a bien du sens que ça devienne un RPG parce que tu veux essayer d'améliorer ton personnage. Il y a comme des roulettes qui font que. Il y a 4 roulettes sur ton board perso, puis tu vas les améliorer au fil de la game. Fait que tu vas améliorer tes skills. Tu vas aussi essayer. Le jeu est comme semi-coop. Ce que j'ai compris, c'est que tu as l'aspect compétitif de la course dont on parlait hier, mais dans le fond, il y a aussi des méchants qui vont essayer d'attaquer la gang. Fait que tu vas gagner tu vas gagner des trucs, tu vas gagner en crédibilité, dans le fond, en tant que super aventurier, en combattant ces monstres-là, avec ce courage-là que tu vas gagner. Donc, il y a vraiment ce feeling-là de oui, j'améliore mon bonhomme, mais il faut que tout le monde travaille ensemble pour un bien commun. Super, super intéressant. J'ai vraiment hâte de voir, après d'abord le jeu de base et ensuite le jeu de rôle. Je pense que ça va être vraiment chouette. Puis ça a l'air de bien s'inscrire là-dedans. Les dessins sont incroyables. Tout le visuel en général est incroyable. Puis l'univers graphique qu'ils sont en train de développer est vraiment, vraiment cool. Fait que j'ai bien hâte de voir leur entrevue puis d'en apprendre davantage. Et Mathieu demande comme un Descent. Peut-être un petit peu. Je veux dire, je m'aventurerai pas, mais sais-tu, en plus, Mathieu, j'ai vu, ils ont teasé ça à la fin du In-Flight Report là, de Fantasy Flight. C'était pour avoir une espèce de Descent 3e édition, une nouvelle édition peut-être de Descent éventuellement. Ils ont juste montré une boîte avec genre la nouvelle édition de Descent. Fait que peut-être éventuellement une revisite de ce classique d'exploration de donjons. Ouais, genre Descent 3, genre, ça se peut-tu? Je dis n'importe quoi? Ouais, quelque chose comme ça. Là. Tu sais, il était dû pour peut-être un petit peu de ménage d'ailleurs là-dessus, parce qu'il y a tellement eu de bons dungeon crawlers dernièrement que, entre autres Gloomhaven, on ne vous parlera pas en grand détail de Gloomhaven, Jaws of Lion, parce qu'on veut y jouer prochainement, puis on veut en faire, on veut faire une critique, on peut en parler, Seigneur. Fait que, ben oui. Forcément. Donc, puis il est dans le Hotness en ce moment, Hotness BGG, pas Hotness BGG, mais Hotness Gen Con en tant que tel, c'est dans les jeux qui sont on top of the list, la nouvelle, le nouveau jeu, pas une extension, un standalone dans le monde de Gloomhaven. Comme ça, on va vous en parler en détail très bientôt. Cool. D'autres choses qui ont capté ton attention? J'ai vu quelque chose parce que j'ai reconnu les illustrations de... voyons, comment il s'appelle? C'est l'illustrateur qui a fait Coimbra. Oui. Chris Williams? Je pense que oui. Attends, je vais aller le chercher tout de suite. Parce que c'est un nouveau jeu qui va être publié chez Eggertspiel, donc par Plan B. Exactement, Alma... Chris Williams. Chris Williams, oui. Puis ce visuel-là, il frappe. Tu le vois, puis tu fais comme... Puis le nouveau jeu s'appelle Alma Mater, dans lequel tu gères une université médiévale ou avant les Lumières, là, une espèce de truc un peu genre 16e siècle. Puis c'est un jeu de placement d'ouvriers à la Coimbra, à la Lorenzo il Magnifico. Visuellement, ça punch, hein, c'est cool. Man, ça punch, puis il y a des petites pièces que c'est des livres, tu sais, fait qu'il faut que tu développes certaines spécialités, il y a plein de pistes sur lesquelles tu peux t'inscrire. J'ai pas vu l'ensemble des règles en détail, mais je sais qu'une des twists du jeu, c'est qu'il y a un placement d'ouvrier vraiment très serré, où tu n'as vraiment pas beaucoup d'espace. Tu peux utiliser le même espace que quelqu'un a déjà utilisé pour faire la même action, mais tu dois y envoyer un travailleur supplémentaire. OK. Donc, supposons que tu as juste 3 espaces. Plus cher. Ça te coûte plus cher. Puis s'il y a quelqu'un d'autre qui veut y aller, ben là, il faut qu'il en mette 3. Puis si quelqu'un d'autre veut y aller, il faut qu'il en mette 4. Fait il y a comme cette espèce d'escalade où tu fais, OK, bon, il y a des espaces qui sont toujours disponibles pour tous, mais les espaces vraiment payants, ben, tu n'as pas le choix à un moment donné d'investir beaucoup d'ouvriers. Fait que ça a l'air intéressant. J'ai vu quelques avis en ligne de gens déjà qui avaient eu la chance d'y jouer, qui le comparaient beaucoup avec Lorenzo il Magnifico, qui était un très bon jeu. Moi, j'ai vraiment aimé ce titre-là. Fait que j'ai hâte de voir. Mais la twist, le visuel,
ça donne le goût d'y aller. Moi, tout de suite, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, je veux l'essayer. » C'est la même affaire pour Coimbra, là, tu sais. Je suis pas sûr que Coimbra m'a marqué, tu sais. J'en garde pas de souvenirs marquants. Mais j'ai vu la boîte, j'ai vu le look, j'étais comme, il faut qu'on joue à ça, regardez ça, c'est tellement beau, là, tu sais, c'est une œuvre d'art. Puis c'est un peu ça aussi, les jeux de société. Il faut que l'objet... Ouais, ben, il look vraiment. C'est sûr qu'on a quelque chose de super classique avec le pointage autour du board. Je pense qu'il y a quelque chose de fun dans les. Il y a un aspect deck building, I guess, parce qu'il y a l'air d'avoir des cartes sur le board. Est-ce que je me trompe? Je pense que c'est un peu comme dans Coimbra, là, il doit y avoir un peu une espèce de... Tu achètes des étudiants ou des professeurs, puis il faut que tu collectionnes certaines sets de professeurs ou d'étudiants d'une certaine couleur. Okay. Puis là, c'était la majorité d'une couleur aussi, ça. Quelque chose du genre. Mais en tout cas, ça a l'air un petit peu à la Coimbra aussi. Là. Fait que Alma Madère, j'ai vu ça, puis j'ai fait comme ça, il faudrait essayer ça, je pense. Good, ben c'est sous notre radar, les amis. Pendant ce temps-là, Lina Cossette qui a posté son entrevue direct dans nos commentaires. Fait que, merci. Fait que attendez la fin du live, puis puis allez voir ça. On va en parler demain, là, je vais regarder ça. Puis elle nous disait Chris Williams, oui, elle confirmait. Donc, je vais tousser un peu. Et je vais aussi, en fait, faire un petit bout de chemin sur l'aspect deck building parce que moi, j'en ai vu un aujourd'hui qui avait l'air vraiment cool dans le peu de présentation du jeu de société qui a été faite aujourd'hui sur Gen Con. Il y a eu des présentations de CGE, de 2 gros jeux qu'on attend. Et il y en a un, c'est un deck builder / placement d'ouvriers qui s'appelle Lost Ruins of Arnak. Donc, les ruines perdues d'Arnak. Je ne sais pas si ça va s'appeler exactement comme ça en français, mais j'ai bien hâte de voir. Je pense que c'est Yellow qui va l'éditer en français. Puis, ça a l'air vraiment cool. C'est un worker placement. Je vais aller chercher les images pendant que je te parle. Mais dans le fond, c'est un deck building où est-ce qu'on joue des aventuriers, on est des petits Indiana Jones et on va se promener sur une île où est-ce qu'on va essayer d'aller découvrir. En fait, on va essayer de builder son deck, donc d'avoir des objets qui sont meilleurs que ses adversaires pour essayer d'aller explorer plus loin dans cette île-là puis découvrir éventuellement. Je sais qu'il va y avoir des petits trucs cachés, des trucs... Des ennemis qui habitent sur l'île, des trucs dangereux. On a vu comme un tyrannosaure, ça boîte ou de quoi. Là. Ouais, il y a des affaires assez funky, puis c'est vraiment cute parce que c'est designé par Min et Elwen. C'est un couple qui travaille chez, j'ai cru comprendre qu'ils travaillent chez CGE. Puis eux sont des gros tripeurs de deck builder. Puis dans le fond, ils ont fait vraiment une twist intéressante où est-ce que tu commences avec un deck de 6 cartes seulement. Fait que c'est très clean. Il n'y a vraiment pas beaucoup de choses. Et chaque carte compte énormément. Donc, ça fait en sorte que tu... Et aussi, la grosse mécanique que je trouvais cool, c'est qu'il n'y a pas de défausse. Okay. Donc, tu ne vas jamais pouvoir te débarrasser d'aucune de tes cartes. Tu vas toujours, à chaque fois que tu vas récupérer une nouvelle carte, tu vas la mettre en dessous de ton paquet. Donc, tu sais qu'elle va venir dans ta prochaine pige, absolument. Puis, à chaque tour, on pige 5 cartes. Donc, on en a 6 dans notre paquet, éventuellement 7, 8, 9. On essaie d'améliorer notre paquet. Et on va aller placer des personnages. Puis, chaque carte a 2 types. Je pense qu'on le voit sur l'image en bas en ce moment. Là. Chaque carte a 2 types d'utilisation. Soit son utilisation mécanique, donc se déplacer, faire des achats, etc. Soit son utilisation de ressources. Donc, tu vas essayer de prendre ces ressources-là pour acheter des meilleures cartes, pour t'avancer, pour essayer de te bâtir quelque chose qui combatte bien. Alors, Lost Ruins of Arnak, ça a l'air vraiment cool. Très joli aussi, visuellement. Ça a l'air assez prometteur. Puis, ça a l'air de prendre quand même pas mal de place sur une table. Là. J'ai vu le board en présentation, puis ça avait l'air assez massif. Puis j'ai trouvé ça drôle parce que le gars de CGE, il disait So, in my opinion, donc mon opinion, c'est que c'est un jeu quand même, tu sais, c'est quand même léger, mi-lourd. Puis t'avais le créateur qui était là en bas, puis il était comme ouais, ça paraît que tu joues à des jeux vraiment trop souvent, dude, parce que
c'est pas top 10, là, c'est pas... c'est pas... Mais ça avait l'air vraiment chouette. Moi, j'ai vu le visuel dans ce qui s'en venait sur CGE, puis j'étais comme, je veux en savoir plus, parce que c'est vrai que moi, ces combos-là, placement d'ouvriers, deck building, surtout quand j'ai vu un petit deck, là, parce que moi, ça m'écoeure, les deck building, où tu te ramasses avec un monstre de 67 cartes, puis genre, là, tu t'espères peux de pas jamais la carte qui va faire de quoi, ou tu sais, c'est tellement, ça devient tellement aléatoire, puis Exact. t'achètes une carte, puis t'en reverras jamais, puis tu sais, il y a quand même, non, il y a quand même, c'est très clean, c'est très lean and clean, puis non, je suis vraiment curieux de l'essayer, ça avait l'air super cool, puis je pense que CGI nous ont pas du tout déçus là, dans les dernières années avec ce qu'ils ont sorti. Là, fait que moi, c'est vraiment comme 2 titres que je regarde avec un œil attentif. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi celui qu'on a vu, là, il Ouais. est sur un paquet de listes, il est au sommet du hotness depuis un petit bout de temps, mais pas au sommet, mais il est dans les jeux très convoités sur BGG. C'est, voyons, comment ça s'appelle? Under Falling Skies. Under Falling Skies. l'écrire Jeu direct. solo, entre guillemets. Ouais, c'est un jeu solo. Ça aussi, j'ai dans la même vidéo, là, dans la même présentation, il en parlait. C'est sûr que c'est un peu consanguin parce que c'est sûr que ça se trouve haut sur BGG parce que ça a gagné en fait un concours de print and play à la base. Donc c'est un jeu qui était dans le concours de print and play sur BGG. Fait un print and play avec 9 cartes seulement. C'était ça la prémisse. Puis ça a remporté beaucoup ben, les gens ont vraiment été attirés par le jeu, les gens ont voté pour, puis ça a gagné éventuellement ce concours-là. Ensuite, il est allé le porter à CGE qui a beaucoup aimé les mécaniques, qui a aimé le truc, puis il y a des gens qui ont continué à écrire des commentaires, puis je les ai pas vus. Je vais vous le dire tout de suite parce que sinon on va être rendu à parler d'autres affaires. Il y a Lina qui dit un gars génial, il est vraiment versatile cet artiste, puis les petits livres tokens dans ce jeu-là sont malades. Fait qu'elle parle de Chris Williams et de Alma toujours. Mater. Puis Mathieu dit je suis moins le board games, mais dans les jeux vidéo, on est dans l'âge d'or du deck builder. Slay the Spire, Ouais, Monster Slay the Train. Spire. Ouais. C'est Monster vrai, Train. c'est tout à fait vrai que c'est comme si le deck building avait un peu genre transféré vers le. Mais c'est fou, je vais mettre en description aussi un super vidéo qui a été faite par No Puns Included qui parle de justement le deck building. C'est quoi l'avenir du deck building? Est-ce que le deck building a encore un avenir papier, carton, ou est-ce que c'est vraiment juste plus simple, plus fun, virtuellement? C'est très intéressant comme discussion. En fait, je pense que il y a beaucoup évidemment de gamers de jeux de société qui sont dans le milieu du jeu vidéo et vice-versa. Puis je pense que le jeu vidéo apporte quelque chose j'imagine qu'il en parle dans le vidéo, mais il apporte quelque chose de surréaliste au deck builder. T'sais. Le jeu vidéo apporte quelque chose qui apporte une twist au deck builder qui serait impossible à faire mécaniquement avec des cartes. T'sais. Ouais, puis ça joue comme ça aussi, puis j'ai l'impression que c'est ça aussi qui est des fois un peu ardu. Moi, je me souviens que Arkham Horror, le jeu de cartes à collectionner, ce qui a tué beaucoup de gens, il y a des gens qui adoraient le jeu, mais qui n'ont pas pu embarquer dans le gaming parce que c'est juste trop dur à gérer, classer les cartes, les entreposer, les mettre en place pour jouer. C'est vraiment un investissement de temps, d'énergie. Fait que je sais pas trop, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de super bons deck building que les gens font « Hey, Keyforge! Pourquoi Keyforge ne fait pas une application en ligne Fantasy Flight? » J'ai l'impression que non seulement ça doit coûter fucking cher, mais j'ai l'impression qu'ils doivent vouloir protéger ce marché-là. Je pense que je sais même pas si c'est possible pour une compagnie de faire les deux en même temps. Souvent, les compagnies comme ça qui sont déjà bien avancées dans leur carrière, tu sais, c'est des compagnies, c'est pas n'importe qui font Keyforge, puis tu sais, comment dire, leur désir de qualité est quand même très élevé, puis souvent, ces personnes-là, s'ils veulent faire une application, ils veulent que ce soit la meilleure affaire que vous ayez jamais vécue. Fait que souvent, ça prend du temps. Nous, on en a parlé pas mal à des gens, surtout en lien avec Tabletop Simulator. T'sais. On disait, pendant la pandémie, on était comme, ben, ce serait le fun que vos jeux soient sur Tabletop Simulator. Puis il y a beaucoup de gens qui disaient, ben, tant qu'à le faire, on veut bien le faire. Fait qu'on veut pas le faire vite sur Tabletop Simulator. Fait
on veut attendre le bon moment, mais des fois, Keyforge, éventuellement, en tout cas, voilà mon commentaire précis. Ben, en tout cas, ouais, c'est ce qu'on en pense, Mathieu. Merci pour ta question. Il y a JP qui dit « Salut les gars, merci pour votre couverture de Gen Con. J'ai pas encore écouté vos 2 autres épisodes au complet, mais quelles sont les annonces qui vous ont fait le plus vibrer jusqu'à présent? » Ça a sûrement déjà été posé comme question. Effectivement, puis je pense que on est tellement dedans en ce moment, JP, que c'est difficile de dire comme ça, c'est vraiment un truc qui m'accroche, ou ça m'a vraiment surpris. Il y a quand même beaucoup de trucs, puis à date, sincèrement, toutes les choses qu'on a parlé avant-hier, hier, puis aujourd'hui, c'est des choses, moi, qui me tiennent à cœur puis que je veux essayer. Donc c'est sûr que je vais attendre de décanter un peu la dernière journée, puis après ça, on va peut-être pouvoir faire un top 10 ou je sais pas trop. Vraiment. Puis moi, je te dirais, JP, ce qui m'a surpris, là, c'est je me suis étonné à vraiment pencher plus du côté jeu de rôle cette année. À vraiment aller magasiner des jeux de rôle, magasiner des aventures, essayer de découvrir des éditeurs que je connaissais peu ou pas, puis de voir les Ennies, là, j'ai hâte de vous en parler. Là. C'est comme les Oscars des jeux de rôle. J'ai écouté ça hier, puis ça m'a donné le goût d'acheter des livres de jeux de rôle, même si je sais que j'y jouerai jamais, Seigneur, parce que ça prend tellement de temps. Genre, inviter tes amis, trouver une soirée, apprendre le système. Mais, hey man, qu'il y a du beau jeu de rôle indépendant qui se fait, là. Mais avant Vraiment ça, génial. un qui était on top of our list, puis qui est l'image en bas du live, ça fait quelques minutes maintenant, c'est Under Falling Skies. Oh oui, Donc, oh oui. qu'on avait même commencé à en parler. C'est vrai, c'est vrai. Mais continuez les questions, n'hésitez pas. Oui, non, allez-y. Puis Mathieu, il dit merci pour votre réponse. Puis Van, il dit j'ai ça voir passer cet argument pour Keyforge. Donc. Tu veux-tu pogner, Van? Puis, c'est ça, Under Falling Sky, un jeu solo, comme tu l'as dit, mais je pense que CGI, la gang de CGI semblait vraiment pousser l'idée que c'est pas édité comme un co-op, mais tu peux jouer à 3, 4, 5 autour du board, puis c'est le fun pareil, tu sais. Puis même, je regardais le playthrough, puis j'avais envie d'embarquer, tu sais. C'est vraiment ce genre de jeu-là que t'es comme... Ben, il y a beaucoup de jeux solo que c'est comme ça, que tu regardes la personne jouer puis t'es comme ah ouais, j'ai envie de participer. Puis à l'inverse, il y a beaucoup de co-op qui sont comme ça aussi. Tu joues puis t'as l'impression qu'il y a une personne qui joue toute seule, puis ça aurait pu être un jeu solo, mais que là, il y a plein de personnes autour. Là, dans Under Falling Skies, on est comment dire, une gang de scientifiques, un groupe de scientifiques, un peloton. As-tu un mot spécifique, Pierre-Louis, pour... Une meute. Une meute, c'est ça. La meute, une meute de scientifiques. Voilà, la meute de scientifiques qui essaye de fabriquer un robot ou une arme qui va disséminer l'extraterrestre qui descend, le vaisseau extraterrestre qui descend tranquillement. On est attaqué par des extraterrestres, right? C'est exactement ça. J'aurais pu dire ça en une phrase de même. Ouais. Donc, on est attaqué par des extraterrestres et au niveau du gros board qui descend tranquillement vers notre petit plateau en bas. Fait qu'il y a un feeling un peu les Invaders, c'est Invaders, le vieux jeu vidéo là, Cosmic Invaders. Là. Ouais, Cosmic Invaders, tu gonnes les petits vaisseaux qui descendent doucement. Là. Il y a vraiment ce feeling là. Puis c'est un jeu de dés en fait. Donc, c'est un jeu où est-ce qu'on lance un paquet de dés. On commence, je crois, c'est avec 5 ou 6 dés. Il y a des dés gris, des dés blancs. Et tu vas vouloir les placer dans les bonnes colonnes qui vont faire, améliorer tes recherches, améliorer tes trucs en bas, mais qui va faire descendre les extraterrestres vers ton plateau. Chaque petit vaisseau qui te touche va t'enlever un point de vie. Donc ça, c'est une manière de mourir si tu arrives au bout de tes points de vie. Tu as aussi le gros vaisseau qui avance, le Mothership, qui avance tranquillement. Et s'il arrive à un point critique, tu perds également. Donc tu vas essayer, toi, d'améliorer ton robot / ton arme le plus possible. Je pense qu'il y a une 12aine de points. Puis quand tu réussis à arriver au bout des 12 points, tu as réussi. Ce qui est vraiment cool dans l'édition de CGI, c'est que tous les plateaux sont recto-verso. Donc, tu as une version plus simple, une version plus difficile. Et tu as aussi 17 villes de base. Donc, tu as 17 Paris, villes. New York. Exactement. Tu commences avec Roswell, je pense, ou une autre ville connue pour ses extraterrestres. Comme ça.
mais chacune de ces villes-là sont aussi recto-verso. Donc, tu as quoi, 32, 34 villes différentes. Fait que tu as des configurations qui se multiplient. Et on a JP qui dit « Je me suis presque pas trempé dans l'univers du jeu de rôle, outre quelques parties de D&D. Par contre, j'ai cru voir passer qu'il y aura une version jeu de rôle dans l'univers de Tidal Blades. » On vient d'en parler. Ouais. Exact. Ouais, tu checkeras ça, on en a jasé, mais oui, effectivement, il va en avoir un. Puis oui, effectivement, Under Falling Skies, moi, ce que j'ai trouvé cool, là, c'est que, ben, au départ, je dois t'avouer, j'étais pas sûr. Quand j'ai vu jeu solo, j'ai vu les petits dés, le petit dice draft, tu ramasses tes dés pour, puis tous les petits éléments de l'excavatrice, tout ça. Ouais. Mais ça a l'air d'être le genre de jeu qu'il faut que tu joues. Il faut que tu le vives. Il faut que tu te mettes devant le casse-tête puis que tu fasses ça a l'air d'être un vrai beau puzzle avec beaucoup de choix. C'est ça qui est le fun puis qui est dangereux. Souvent avec des jeux de puzzle, c'est que tu peux avoir l'impression que le jeu te joue. Là. Tu joues au jeu puis tu as l'impression d'avoir un ou deux choix potentiels. Donc tu finis une game puis tu es comme « Ah, ok, ben j'ai réussi ce train-là. Là. Je suis allé jusqu'au bout de ce voyage-là, mais c'était juste une ligne que je pouvais faire. » Moi, personnellement, j'haïs ça, les jeux où est-ce que si j'étais un ordinateur, j'aurais pu. Un ordinateur aurait mieux joué que moi. Il n'y a pas de choix, il y a pas de. Mais là, c'est explosif, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Je disais, il y a des gris, des dés blancs. Tes dés blancs, quand tu es place, tu peux relancer. Il faut que tu relances tous tes autres dés. Donc, tu as vraiment comme un choix au niveau de qu'est-ce que tu choisis en premier. Et puis, vraiment une belle mécanique de puzzle de si tu places un dé, mettons un 4 devant un certain extraterrestre qui va descendre, ben il va descendre de 4, puis ça se peut que si tu l'avais fait descendre de 3, il allait se passer quelque chose, puis si tu le fais descendre de 5, il se passe autre chose. Fait que tu décides d'investir ton 4 là pour le placer entre les deux pour qu'il ne se passe rien. Vraiment, vraiment cool. On a JP qui dit « Bon, ok, j'ai compris le message, je vais réécouter le début du live. » Tu vois ça après, là? Non seulement tu peux réécouter le début du live, mais il y a aussi Elina Cossette qui était avec nous à ce moment-là, qui a posté dans les commentaires son entrevue à propos d'exactement ce jeu. Et il y a Mathieu qui dit « Ça joue uniquement en solo. » Oui, c'est vraiment un jeu solo. CGI et le créateur qui en a parlé on dit qu'il appréciait beaucoup de le faire à plusieurs aussi, mais ça reste un puzzle. Un joueur, mais tu peux être 3-4 autour de la table à penser pour les décisions de ce joueur-là. Exactement. Fait qu'un peu comme un genre de codenames, tu peux être plusieurs pour prendre la décision, ben c'est un peu de même que ça se file, je pense. Exactement. Donc, ça a l'air vraiment cool. Il y a vraiment quelque chose de vintage au niveau du visuel du jeu. Je pense que ça va être un à regarder de près. Ouais, je suis curieux. Je pense que c'est vraiment un genre de jeu qu'il faut que tu le vives de l'intérieur. Je pense que c'est facile de le regarder et de faire comment ça a l'air un peu vegos, les petits dés, c'est des petits dés à six faces assez neutres, blanc-gris, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y en a des bleus aussi. Ouais. Il y en a des bleus. C'est vrai. Ah ben tu vois, ça change complètement. Ben écoute, là, le pire, c'est que moi, j'ai encore 1 milliard de jeux. Ben oui. On va en reparler pour demain, mais moi, je veux que tu me parles des innings. Ben oui, parce que non seulement il y a les innings, mais il y a plein de jeux de rôle qui ont été annoncés. Il y a plein de gens qui sont venus faire des interviews par rapport à leur jeu qui est en train de développer. Des jeux de rôle. Fait que je vais prendre un petit moment pour en parler parce que je sais qu'il y a certaines personnes sur la chaîne qui sont peut-être pas trop connaissants justement de jeux de rôle, comme JP le disait. Tu sais, des fois, on est un peu comme... On a joué un peu, mais c'est surtout D&D. Puis moi, j'étais comme ça, vraiment... Encore jusqu'à tout récemment, il y a quelques années, pour moi, c'était D&D puis Pathfinder, Vampire un peu une fois de temps en temps, mais c'était tout. Mais là, depuis quelques temps, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais genre, les Ennies, c'est une super belle porte d'entrée pour ça. C'est les Oscars des jeux de rôle. Donc, c'est des prix remis à chaque année en différentes catégories. Mm-hmm. Cette année, c'est tous des trucs qu'on avait un peu déjà étudiés avec EtuGame ou dans nos folies récentes, on avait checké. Donc, je ne nommerai pas tous les gagnants, là, mais quand même en nommer quelques-uns. Donc, la meilleure aventure a été remise à A Pound of Flesh. Une livre de chair, qui est une aventure de Mothership. Alors, c'est le jeu dont je vous ai parlé hier, d'horreur dans l'espace, avec des identités cachées, de l'information cachée.
Ben là, à Pente de Flèche, c'est dans une station spatiale. Il vous donne tout le matériel aussi pour construire votre propre station spatiale angoissante et abandonnée. Fait que vraiment, ça m'a donné le goût d'aller voir de ce côté-là. Le meilleur setting, donc on parle du meilleur univers de jeu de rôle, a été remis cette année à Berlin, The Wicked City. Alors, si tu veux checker le visuel, là, tape Berlin, The Wicked City, parce que c'est... Berlin, t'as dit? Comme Berlin. Berlin. The Wicked City pour Call of Cthulhu 7e édition. Donc, c'est un monde, la description de Berlin dans les années 20. Alors, tu sais, c'est un peu ce feeling-là, non seulement très Cthulhuesque, mais tu sais, très art nouveau. Il y a tout ce côté très ésotérique, des cultes, la montée du nazisme. Je pense que c'est les années 30 d'ailleurs, Berlin, The Wicked City, mais c'est extraordinaire. Fait que c'est vraiment beau, ça a l'air très cool. Le setting a l'air vraiment le fun. Puis... Ah ouais, vraiment. Puis, meilleur supplément, Labyrinthe pour Delta Green. Fait que Delta Green, c'est une espèce de Call of Cthulhu moderne. Donc, c'est comme les X-Files. Delta Green, là, hey man, j'ai joué à ça tellement pendant le confinement. Je sais pas pourquoi je suis tombé là-dessus. Je sais, tu m'en as parlé, je l'avais noté, j'avais regardé un petit peu, mais je m'étais pas lancé là-dedans. Mais t'es comme, faut qu'on joue à ça! C'est comme un X-Files, le jeu de société, tu sais, puis tu rentres là-dedans, puis t'es comme, il y a toujours une enquête, leurs enquêtes sont extraordinaires, paranormales, mystérieuses, puis Labyrinthe, c'est 5 mystères. Fait qu'il y a un mystère, par exemple, d'une étonnante, un groupe qui aide les gens riches à avoir des enfants, donc des gens infertiles. OK. Et comment les rendent-ils fertiles? Oh man, j'ai eu des frissons à lire ce chapitre-là, dans ce truc-là. Là. Puis il y a un autre setting là-dedans, là, dans Labyrinthe pour Delta Green, qui s'appelle The Lonely. C'est une organisation dirigée par quelqu'un qu'on ne sait pas c'est qui, sur Internet, sur Reddit ou sur 4chan. Puis il rassemble tous les gens solitaires du monde. Okay. Il leur envoie des livres dans lesquels c'est eux la vedette de leur aventure qui termine inexorablement par eux qui tuent plein de monde. Okay. Et il y a une série genre de mass murdering autour de ça. C'est comme un roman. De Labyrinthe de Delta Green, là, tu as vraiment l'impression de lire un roman. Fait que ça a gagné meilleur supplément. Meilleure production value. Ouais. Je l'ai ici, en plus, je l'ai acheté pendant le confinement. A Thousand-Year-Old Vampire. Ah! Je vous name drop là, beaucoup de jeux de rôle, là, guys. Là, moi, je monte pendant ce temps-là le visuel des Ennies d'hier. J'essaye de trouver ce dont tu parles exactement, mais c'était long quand même. C'était 2 heures à peu près. Ah oui, vraiment, ça a été quand même plutôt long. Là. C'était pas toujours égal. Ils ont salué beaucoup de petits auteurs indépendants, ce que je trouvais intéressant. Mais ça ici, A Thousand-Year-Old Vampire, c'est Shut Up and Sit Down qui les a mis sur la carte. C'est un jeu de rôle solitaire. Fait que tu lis ce livre-là, puis tu écris l'histoire de ton vampire qui a vécu 1000 ans. Okay. Fait que ça commence avec la création de ton personnage. Puis tu fais ça par des courtes phrases. Fait qu'il te pose des questions, là, du genre, t'arrives à un chapitre, là, tu brasses des dés, ça t'amène à un chapitre, puis c'est comme, t'as développé un système pour te nourrir. Quel est-il? Qu'est-ce qui arrive aux gens qui meurent? Puis ça te donne des ressources, puis ces ressources-là, tu vas les barrer éventuellement. Fait que t'écris comme, grâce à ça, une histoire qui va se dérouler pendant 1000 ans, puis tes souvenirs que t'écris, à un moment donné, il faut que tu les effaces parce que t'as plus assez de place. Okay. T'as juste comme une petite tête de vampire, puis c'est vraiment... Ça, là, c'est bon. Je vais en faire une session peut-être un moment donné parce que c'est juste trop bon. Et finalement, meilleur jeu de l'année, Alien de Free League Publishing. Okay. Le jeu de rôle de Alien qui est sorti cette année. Il paraît qu'il est extraordinaire. Pierre-Philippe Renaud, arrête pas de m'en parler. OK. C'est une mécanique quoi? Des 20? T'as des D6. OK. Puis dans le fond, ce qui arrive dans ce système-là, c'est que t'as des D6 pour tes stats physiques. Mettons, t'es vraiment très fort, mais t'as peut-être 4 D6. Puis t'as des D6 pour tes items. Fait que mettons, t'as un item fucking fort, t'as peut-être 3 D6 supplémentaires. Puis tu brasses ces D6-là, mettons, t'as un pool de 8 dés. Si t'as des 6, c'est des succès. Okay. Mais si t'as des 1, il arrive quelque chose de vraiment poche. Okay. C'est aussi des succès. C'est vraiment un jeu gentil. Tu exact, c'est ça. Mais ce qui arrive, c'est que t'as toujours le droit de relancer tes dés. Fait que tu peux faire comme... là, j'ai pas eu de 6. Là, mettons, je suis vraiment pas, je brassais juste 3 dés, là, puis j'ai 3, 4, puis 2. Tu peux rebrasser, mais vas-tu pogner un 1?
sais, vas-tu pusher ta luck pour finalement... Puis là, il y a des affaires genre, est-ce que ton arme va briser? Est-ce que tu vas te casser la jambe? Ça a l'air assez simple de ce genre-là, mais dans l'univers de Alien. Il y a Van qui dit, il y a tellement de classiques que je dois vraiment jouer au moins des one-shots, tu sais, à ces classiques-là. Mathieu, il demande spécial Delta Green pour l'Halloween. Hey man, ça serait vraiment le fun. J'adorerais ça, je pense, parce que c'est tellement bon, Delta Green, pour vrai. Moi, à la limite, Delta Green, là, je vous le conseillerais juste pour lire les aventures. Il y a des aventures que je sais que je roulerai jamais. Je suis juste content de les avoir lues. Je sais qu'il y avait un spécial sur Humble Bundle pendant la pandémie, genre 9$ pour 9 aventures. OK. Je sais pas si... pas sur Humble Bundle, sur Drive-Thru RPG. Fait que allez voir, peut-être que c'est encore là. Je peux aller voir. Puis il y a Mathieu qui dit, aviez tous la version papier de Thousand Years Old Vampire est out of stock. Puis Nanu qui dit, wow, un jeu de rôle solitaire, trop cool! Vraiment, moi, j'ai été étonné. Là, ça m'a pris un peu de temps là, à me lancer. J'étais comme, tu sais, tu te juges un peu. Là. Tu commences, puis là, tu ouvres ton petit document ou tu as ton petit cahier, puis tu es comme, bon, je vais jouer tout ça. Mais j'ai vraiment eu du fun. C'est un exercice d'écriture, en fait. C'est un exercice d'imaginaire, d'écriture. Mais il y a des systèmes quand même. Là. Il y a des fois, il faut que tu penses à qu'est-ce que tu vas sacrifier dans ton aventure. Puis il y a des souvenirs que tu ne veux pas sacrifier. Il y a des personnages que tu ne veux pas sacrifier. Tu sais, tu crées des personnages. Puis là, maintenant, ils te disent sacrifier un personnage. Puis tu es comme, hey, là, non, je veux pas. Oh, Seigneur. Kill your darlings. Ouais. Puis, dernier petit truc, là, je vais te le dire parce que ça a gagné le meilleur produit. Puis je pense que tu vas trouver ça nice. Là. Ouais. Ça s'appelle Mark Borg. OK. M-O-R-K-B-O-R-G. Ah oui, on l'a vu passer dans les images que je montrais tantôt. Ouais. La grosse image jaune fluo, là. Exact. Ça a catché mon œil. C'est genre un espèce de jeu de rôle métal où est-ce que t'es... Tu sais, c'est comme le jeu que tes parents pensaient que tu jouais quand tu étais petit puis que tu jouais à Donjon Dragon. Tu sais, le jeu satanique où est-ce que tu joues un démon qui tue du monde dans un monde sur le bord de l'apocalypse. Puis les règles, ils ont simplifié ça à l'extrême. Là. Okay. Tu sais, les stats de monstres, ils tiennent de même là, en 8 lignes. T'as genre ses points de vie, son attaque. Puis t'as genre, qu'est-ce que ça te rapporte si tu vends son foie sur le marché noir? Tabarnak! Okay, il y a toujours juste les images un petit sont truc. Écœurantes, là. Man! Ce livre-là, là, j'ai vu ça, puis je veux posséder ce livre-là juste pour l'avoir. Tu comprends? Ouais. Juste pour... C'est fou, c'est quoi les qui ont classes. gagné meilleur? Ah, les t-shirts. Je veux tout. Ouais, meilleur produit. Meilleur produit. Okay. Overall, genre, tu sais. Puis j'étais comme, hey man, il y a des affaires, les classes, c'est comme royauté pourrie, genre, tu sais, suppôt de Satan. Il y a juste pas de concept. T'es pas un guerrier, t'es pas un paladin, t'es pas un prêtre, t'es juste comme, tu sais, un thème. Puis il y a des chartes à rouler là, pour des affaires, genre, comment ton corps est brisé, pourquoi est-ce que ta famille te parle plus. C'est trash, là. Mais c'est bien drôle. Fait que Mark Borg. Ouais, ok. Je check ça. Ça m'intéresse beaucoup. Tu vas me faire dépenser de l'argent, mon petit. Seigneur. Puis Mathieu Gatien me tease en me disant Kill your darling, check le cinéaste d'expérience. Ben regarde. Je pense que j'ai plus écouté de vidéos qui m'expliquaient comment écrire des affaires que j'ai écrit d'affaires. Voilà. C'est ça qui se passe. Et voilà, ben écoute, on peut parler encore. Il y a quelques affaires de jeux de rôle là, qu'on a vues aussi. Là. Je sais qu'on en a vu passer quelques-unes, mais c'est. Je sais que je me crée des besoins là en plus. Là. Ben oui, c'est ça qui se passe. Pierre-Philippe dit JP, si jamais tu veux explorer plus ce domaine-là, c'était JP. Je me suis pas ça. Hey, regarde, je comprends pas, mais il répond à quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, parlez-vous entre vous, puis je vais pas commenter là-dessus. Je pense qu'il veut y dire, genre, qu'il va y faire une game. Pierre-Philippe, veux-tu faire une game avec JP? C'est ça que tu dis? Pour y playtester notre affaire que je vous ai envoyée. Oui, bonne idée. Ben oui. Ah ouais, puis écoute, je sais pas si toi, t'avais quelque chose à plugger avant. Ben j'en ai, mais je veux pas non plus brûler du stock que je pourrais jaser de demain. Je vais checker vite, voir si j'aurais
tu sais, Seven Wonders Agora, c'est sûr qu'on va aller regarder la vidéo. J'ai vu que qu'il était en train de jouer une game tout à l'heure, là. Fait que c'est ça, c'est une vidéo. J'imagine qu'ils l'ont fini à cette heure-là. Elle doit être terminée, voilà. Je vais annuler tout de suite. Et on était à. Ouais, c'est un 30 minutes quand même. Fait que. Puis, une petite affaire, je sais que j'ai été chien au début de la semaine dans la journée 1 avec Pathfinder, deuxième édition. J'avais l'air d'être pas tout à fait sûr. Mais je veux que vous sachiez, j'ai regardé, il y a beaucoup de gens qui sont très, très into Pathfinder deuxième édition. Il y a des fans de la franchise. S'il y en a qui veulent avoir vraiment un bon feeling de comment ça se joue, ce soir, tout de suite après notre live à 21h sur le main stage de Gen Con sur Twitch, il y a les gars du Glass Cannon podcast qui sont juste les meilleurs podcasteurs jeux de rôle au monde, toutes catégories confondues. Ils torchent Critical Role, genre, ils lavent le plancher avec eux. C'est pas vrai. C'est pas un concours, là. Mais ils sont fucking drôles. Et ils vont jouer avec Eric Mona et Jason Bowman de chez Paizo à la deuxième édition. Fait que si vous voulez avoir un petit aperçu de comment ça se joue, vous pouvez aller voir ça. Ils sont vraiment très, 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 très intéressants. Très cool. Il y a Lina qui demande, avez-vous déjà joué à Kids on Bikes? On en a parlé hier. J'en ai entendu parler en bien. Sinon, je trouve la thématique de We Are All Mad Here dans le Cypher System est vraiment cool. Mm-hmm. Donc, moi, je ne connais pas le Cypher System. Mais oui, on a parlé de Kids on Bikes hier. On n'y a pas joué. Mais on a parlé de Kids with Brooms, Kids on Brooms. Ouais. Kids on Bikes moi, je le note, et Teens in Space. Lina, je vais aller voir parce que c'est ça, je suis en train de virer fou. Donc, ça s'applique. J'achète pas trop de jeux de rôle, là, mais tu vois, ça, c'est ma fièvre du Gen Con cette année. C'est d'acheter des affaires de jeux de rôle que je jouerai peut-être jamais. Qu'est-ce que tu as acheté qui était vraiment le fun? Ben, là, j'ai Kids on Broom que j'ai commandé. Ouais. Tu disais hier, ouais. Le labyrinthe, puis le scénario one-on-one de Call of Cthulhu. Nice. Does Love Forgive? Does Love Forgive dont tu as parlé également. Good. Ben, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que Gen Con nous réserve demain. Jusqu'à présent, ça a vraiment été super riche en annonces de jeux de société et en annonces de jeux de rôle, comme on dit. Il y a Van qui dit « Surtout, je vois le designer de Pathfinder possède plus de jeux de rôle que moi. » Cypher System, c'est Numenara. Ok, ouais, je vais checker ça. Mais regarde, il y en a tellement, on peut pas tout savoir. Mais ça fait vraiment qu'on va repartir de cette aventure-là, je pense, avec une liste longue et fastidieuse de beaucoup de trucs qui vont nous intéresser. Notamment, c'est un peu ça que j'ai fait hier aussi, c'est que j'ai sur la liste des 187 éditeurs que j'ai sortis, il y a beaucoup de jeux que j'ai notés, de trucs que je veux aller voir. Fait que demain, si jamais c'est plus relax, parce que comme je vous disais aujourd'hui sur les 3 streams principaux de Twitch, il y avait beaucoup de jeux de rôle. Si demain, ça continue sous cette voie-là, ce que je risque de faire, c'est d'aller voir des détails sur les jeux que j'ai surlignés. Là, notamment, je peux vous en nommer quelques-uns. J'ai Jurassic Park, qui avait l'air cool. Hello Neighbor, de chez Arcana Wonders. Donc, ils vont faire un jeu de société inspiré du jeu vidéo complètement glitchy. T'as-tu joué à Hello Neighbors? Non, ça me dit rien. C'est vraiment cool, mais c'est vraiment brisé. Ah ouais? C'est un jeu indie où est-ce que tu essayes d'aller dans une maison d'un de tes voisins parce que tu as entendu du bruit, puis tu essayes de pas te faire pogner, puis à chaque fois le voisin, il est fou, là? Le voisin, ouais, c'est creepy, mais le visuel est vraiment cool, full bande dessinée, vraiment très cartoon du samedi matin. Mais le jeu, il est glitché. Moi, je me suis perdu dans des pixels, puis il y a des manières de gagner qui sont pas legit. En tout cas, la mécanique du jeu est étrange, mais j'ai hâte de voir. Il a annoncé un jeu de société, un party game dans cet univers-là. Fait qu'il y en a plein, tu sais. Out of This World qui avait l'air cool. Il y a Cascadia de chez Flat Out Games. Fait que je vais essayer de vous parler de tous ces jeux-là demain le plus possible. Puis on a Lina qui dit Numenara, je l'ai à la maison, je l'ai lu, mais je ne l'ai pas encore joué. Puis j'ai aussi No Thank You Evil pour jouer avec les kids, mais j'ai pas eu le temps de le déballer. Fait que
Je pense que comprends ça ça. compte. Je comprends ça. Ouais, je connais ce sentiment. Mais écoutez, aussi, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, hein, comme on dit, si Ouais. vous avez des choses que vous avez vues, des jeux, des titres, des compagnies dont on n'a pas encore pu faire l'éloge dans ces petits retours de Gen Con, faites-nous ces suggestions-là. N'hésitez pas en commentaire, en message sur notre page Facebook, sur Instagram, ce que vous voulez. Ça va nous faire plaisir d'aller enquêter là-dessus demain puis d'essayer de vous ramener encore une fois un petit retour sur ce Gen Con Online 2020! Wouh! Ça va être fou. Fait que thanks for watching, comme c'est écrit en bas. Puis bisous à tout le monde. On se voit demain pour la dernière journée. J'ai vraiment hâte. Puis là, allez voir ça, là, l'affaire que Pierre-Louis il a dit d'aller voir. Là, Pathfinder! Là, Glass Cannon! Là, ça se passe là. Je peux même vous le montrer. Regardez. Starting soon. Fait que... Bye bye! Ouais, checker ça, moi, en tout cas. Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.